Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. On s'intéresse aujourd'hui à l'univers des assurances. Les caisses maladie doivent-elles réduire leurs réserves? Comment fonctionnent les nouvelles technologies de santé numérique? Comment est investi l'argent de nos primes maladie? On va poser la question aujourd'hui au grand patron du groupe Mutuel. Bonjour Thomas Boyer. Bonjour à vous. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouvera tout à l'heure pour aborder les conséquences de la pandémie sur les finances des caisses maladie. Thomas Boyer, le groupe Mutuel est l'une des plus grosses compagnies d'assurance maladie en Suisse, avec plus d'1,3 million d'assurés, un chiffre d'affaires global de plus de 5 milliards de francs en 2019. Un sujet qui a beaucoup fait parler l'an passé, la réserve des caisses maladie en Suisse, trop élevée selon le Conseil fédéral, qui veut inciter les assurances maladie à réduire volontairement ces réserves au profit des assurés, en abaissant le niveau minimum des réserves de 150 à 100%. Vous en pensez quoi ? On l'a toujours dit, les réserves, d'une part, elles sont utiles et on l'a vu. L'année Covid et ce qu'on vit encore aujourd'hui montre qu'il y a des événements non prévus, non prévisibles et d'ampleur qui peuvent toucher le système de santé suisse. Et pour ça, il faut des moyens pour faire face. Et heureusement qu'on avait ces réserves pour faire face. Mais en même temps, elles ne doivent pas être excessives. Il n'y a pas de raison, on est dans une assurance sociale, en tout cas dans la caisse maladie de base. Donc dans cette caisse maladie de base, notre position, elle est claire. On doit avoir des réserves, elles ne doivent pas être excessives, et lorsqu'elles sont suffisantes, à un moment donné, il faut rembourser lorsqu'on a des bénéfices, par exemple, qui sont inattendus. À ce moment-là, elles doivent revenir aux assurés. C'est ce qu'on a fait l'an dernier, puisqu'on a remboursé 101 millions à nos assurés, et on va rembourser encore cette année 50 millions à nos assurés. Donc on continue dans cette logique de dire, dès que les réserves sont suffisantes, on rembourse. Si on regarde le tableau des réserves par caisse d'assurance maladie en Suisse, on a l'impression que plus la caisse d'assurance est petite, plus les réserves sont grandes. Pourquoi ? C'est juste. C'est plus elles sont grandes en pourcent, en effet, parce que c'est une grande question de volatilité. C'est clair qu'il vous faut plus de réserves lorsque vous êtes une petite caisse, parce qu'un événement comme le Covid va vous impacter beaucoup plus vite, peut très vite vous faire basculer dans les chiffres rouges, et quelques centaines de milliers de francs de pertes dans une petite caisse, ça peut tout de suite représenter des dizaines de pourcents de solvabilité. Alors, je ne veux pas rentrer dans une explication mathématique ou actuarielle, mais la volatilité est plus grande. Donc c'est pour ça, attention avec les notions. C'est clair que pour des grandes caisses comme nous, comme le groupe Mutuel, les chiffres que vous avez évoqués, 100% ou 150%, c'est des chiffres qui sont judicieux. Par contre, pour des petites caisses, attention à ne pas appliquer exactement les mêmes règles, à donner un tout petit peu plus de souplesse. Certains assurés ne comprennent pas pourquoi leur argent stagne entre guillemets dans des réserves. Elles servent à quoi concrètement ces réserves ? Les réserves, elles servent à faire face aux aléas. D'une part, c'est à peu près 3 mois de primes au groupe Mutuel qui sont en réserve. Donc c'est pas un montant non plus qui est excessif. C'est pour moi un peu le bas de laine qu'un ménage peut avoir. C'est de la bonne gestion d'avoir une réserve qui vous permet de faire face en fait à tout ce qui est inattendu. Encore une fois, le Covid, c'est un très bon exemple. Parce que on est tous d'accord que c'était inattendu. Personne ne pensait que ça allait arriver en Suisse. Personne ne pensait non plus qu'en 2021, on est en avril, un an plus tard, on serait encore en plein dans le Covid. Et on voit que heureusement que les institutions comme les assureurs avaient des réserves pour faire face. Ces réserves, qu'est-ce qu'on en fait quand on a une caisse d'assurance ? On les investit, on ne les laisse pas dormir, j'imagine, sur un compte. Où est-ce qu'on les investit ? On va les investir dans des placements qui sont peu risqués. Alors oui, en partie dans des actions, mais beaucoup dans des obligations, dans des prêts. Donc elles vont servir, en effet, elles sont là aussi, elles génèrent un rendement qui va aussi revenir à l'assuré, puisque, encore une fois, dans l'assurance de base, l'assureur n'a pas le droit de faire des bénéfices. C'est pas sa vocation. Il est là pour gérer un système de santé et la partie administrative et assurantielle. Donc il n'y a pas de bénéfice à terme. Donc s'il y a des gains sur les placements, ils reviennent aux assurés aussi. Abaisser les réserves pour calculer les primes au plus proche des coûts pronostiqués, c'est la volonté donc du Conseil fédéral. Est-ce que c'est pas déjà ce que vous faisiez avant ? Bien sûr, il n'y a pas rien de nouveau pour moi dans ce qui a été évoqué ici par le Conseil fédéral. C'est déjà le cas. Je viens de le dire, on n'a pas le droit de faire des bénéfices. C'est pas le rôle d'une assurance sociale. Donc on a toujours calculé au plus juste. Par contre, calculer les primes pour l'année suivante, c'est pas une science exacte. On doit anticiper les primes. Elles reflètent les coûts de la santé. Donc on estime les coûts de la santé. C'est comme le budget de l'État. Il n'est jamais juste à 100%. Il y a toujours un petit différentiel. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un renforcement des réserves ou au contraire une perte dans une assurance maladie en fin d'année en fonction des coûts réels de la santé qui auront été générés. On est une caisse d'assurance maladie. Comment est-ce qu'on va pouvoir prévoir et estimer les coûts de la santé pour l'année d'après ? C'est tout un travail que font des équipes d'experts actuariels, des personnes qui connaissent bien le marché de la santé. Donc ça se base à la fois sur les années précédentes, ça se base aussi sur des instituts qui nous donnent des prévisions sur l'évolution, ça se base sur la situation propre à chaque
assureur, à chaque caisse maladie. Ça se base sur chaque région tarifaire, donc c'est les cantons, voire même des régions au sein d'un canton, et donc sur la structure aussi d'une caisse, en fonction des personnes qui sont dans la caisse, de la structure d'âge par exemple, c'est pas les mêmes coûts qui vont être générés. Donc c'est assez compliqué, mais c'est un processus qui est encadré par l'Office fédéral de la santé publique et qui est donc notre régulateur et qui vérifie donc le calcul des primes avant qu'elles soient communiquées chaque automne. On va parler tout à l'heure des technologies de santé digitale qui se développent beaucoup. Est-ce que ça peut être un outil pour calculer de manière un peu plus fidèle la hausse ou pas des primes? Alors, c'est des outils qu'on utilise, bien sûr, ce qu'on appelle l'analyse des données, le data analytics, qu'on utilise de plus en plus, qui nous permet d'être encore un peu plus fin. Mais il n'y a pas de science exacte. Je pense qu'il n'y en aura jamais. Regardez une fois encore le Covid. Ben voilà, c'est ça, vous ne pouvez pas le prévoir. On ne l'avait pas prévu en 2019 lorsqu'on a calculé les primes 2020, que tout d'un coup, un variant allait arriver, ou qu'une épidémie, une pandémie allait arriver de Chine, se répandre partout dans le monde et nous impacter, nous aussi. Une caisse maladie qui aurait été en temps de Covid, je ne crois pas qu'il y en ait en Suisse, mais au seuil minimal de 100% de réserve, est-ce qu'elle aurait été capable de faire face à cette pandémie? Alors, ça dépend à quel niveau de réserve elle aurait été. Je pense qu'elle aurait en tout cas eu un souci de solvabilité, c'est-à-dire qu'elle aurait dû reconstituer ou elle devrait reconstituer dans les années qui viennent des réserves. En général, ça se fait sur une période qui est relativement courte. L'Office fédéral de la santé publique demande que ce soit fait sur une période de 1 à 2 ans, ce qui est trop court à notre avis, parce que si on descend en dessous de ce seuil minimal, on doit avoir un peu de temps pour reconstituer, pour éviter un choc sur les primes, justement. Une assurance aujourd'hui qui retrouverait dans des difficultés financières, qu'est-ce qui se passerait concrètement? Bah, la première chose qu'elle devrait probablement faire, c'est adapter ses primes, parce que ça veut dire que ces primes ne sont pas au niveau suffisant pour couvrir les coûts de la santé. Encore une fois, les primes, c'est le reflet exact des coûts de la santé et des frais administratifs, mais qui ne représentent que 5% de la prime. Donc le 95% de la prime, c'est égal au coût de la santé. Donc on est le reflet simplement de ce qui est payé en fait dans le système de santé suisse. Thomas Boyer, toujours dans le domaine de la santé, le groupe Mutuel et l'EPFL se sont associés pour lancer en début d'année un projet nommé Tech for Eva, un accélérateur de start-up dédié aux femtech. Pour vous citer, les thèmes propres aux femmes sont trop souvent oubliés dans le développement des solutions technologiques liées à la santé. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir un retard pareil dans un domaine, un secteur qui concerne la moitié de la population mondiale? Ah ben, j'ai pas la réponse sur le pourquoi on a du retard dans ce secteur-là. En tout cas, notre constat, c'est celui-ci. Et puis notre volonté, lorsqu'on nous a approchés, c'était de dire, mais bien sûr, il faut faire quelque chose. C'est quand même étonnant que ce soit le premier accélérateur, je crois, d'Europe sur le thème de la santé des femmes. Enfin, je veux dire, c'est la moitié de la population. Donc, évidemment que ça doit nous concerner. Et il n'y avait pas d'accélérateur. Il y en a sur tous les sujets. Mais pas sur celui-ci. Donc, quand on nous a approchés, on s'est dit, évidemment, nous, en tant qu'acteurs de la santé, et on a mis beaucoup d'énergie aussi dans le thème de l'innovation, parce j'y viendrai peut-être un peu plus tard, mais l'innovation avec les nouvelles technologies, par exemple, peut beaucoup apporter au secteur de la santé. Donc, pour nous, c'est une évidence qu'il fallait le soutenir. Est-ce que ça pourrait être dû au fait que beaucoup d'investisseurs sont des hommes et par conséquent, ces sujets-là ne les préoccupent pas trop? Je sais pas, j'espère qu'il y a de plus en plus de femmes dans les managements des entreprises, dans les directions, dans les conseils d'administration, et que donc il y a une sensibilité. Puis à un moment donné, lorsque vous êtes dans une entreprise qui a vocation à vendre à un marché, vous savez bien que votre marché, c'est composé de 50% de femmes, voire plus, suivant vos activités. Donc voilà, je ne sais pas la raison exacte. Peut-être que c'est ce que vous dites. Je n'ai pas de raison. Je pense que maintenant, il faut agir. Donc le passé, finalement, voilà, disons, avançons et regardons devant nous et faisons, agissons. C'est un marché important qui pourrait, selon certaines analyses, être évalué à 50 milliards pour 2050. Avec cet accélérateur d'entreprise, vous allez travailler essentiellement sur des produits digitaux, sur des médicaments physiques. Alors, il y a toutes les panoplies de startups qui vont travailler, que ce soit sur la santé des femmes, donc des maladies propres aux femmes, soit sur, en effet, des éléments pour les soutenir dans leur activité. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place. Je crois qu'on est au tout début. Donc, le but, justement, de l'accélérateur, c'est de faire émerger des idées, de faire émerger des solutions. Et puis, je dirais, c'est plutôt dans 12 à 18 mois qu'on pourra dire, voilà, c'est plutôt ça ou cette partie-là qui a fonctionné, qui va pouvoir être mise sur le marché. Notre rôle, nous, en tant que groupe mutuel, c'est pas de financer une start-up en particulier, c'est plutôt de contribuer à un mouvement sur le domaine de la santé, parce qu'on est un acteur du système de santé suisse. Le système de santé suisse, quelle image en ont les autres pays? C'est une image, je pense, très positive, parce que c'est un système de qualité, reconnu comme étant de qualité.
Et puis à nouveau, hein, on parlait Covid tout à l'heure. Le Covid nous a montré que notre système, il a tenu malgré la pandémie, hein. La différence quand même d'autres pays pas si éloignés que ça, qui ont eu plus de difficultés. Donc je crois qu'on peut en être fier. Il est de qualité. Bien sûr, il coûte cher. Bien sûr, il va continuer à coûter de plus en plus cher et on doit être vigilant sur l'évolution des coûts. Pour moi, c'est vraiment là un appel à la responsabilité. Préservons ce système de santé qui est qualitatif aujourd'hui, qui est accessible aussi, pour qu'on puisse continuer à le faire vivre dans les années qui viennent, à un coût bien entendu qui reste finançable par la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la santé en Suisse? Bah, la plus grosse partie, c'est évidemment la partie des hôpitaux, hein, mais je ne suis pas en train de dire que les hôpitaux coûtent nécessairement trop cher et il faut agir que sur les hôpitaux. Je pense qu'il faut agir sur toutes les dimensions du système de santé. Parce que bah, l'évolution démographique, l'évolution des technologies font qu'évidemment, on vit tous plus longtemps, tant mieux. On vit en meilleure santé, tant mieux aussi, mais ça a un coût. Et puis il y a des découvertes, des choses qui font que bah, on rajoute aussi des éléments dans les catalogues des prestations. Donc on doit être vigilant, on doit prendre des mesures. Ça a été démontré il y a quelques années, en 2018, où on a vécu une année où il n'y a quasiment pas eu d'augmentation des coûts de la santé parce que des mesures fortes avaient été prises. On voit que quand on veut, on peut et on doit continuer. Donc il y a plein de pistes qui sont en discussion actuellement pour préserver ce financement et les coûts du système de santé et éviter une explosion. Parce que 3 à 4 % d'augmentation des coûts de la santé, comme ça a été le cas en moyenne sur ces 10 dernières années, c'est simplement pas acceptable à terme. Aujourd'hui, ça représente près de 10 % du revenu disponible des ménages. Ça représente plus que la nourriture pour un ménage, les coûts de la santé. Donc c'est beaucoup trop. Donc il faut qu'on soit tous vigilants à maintenir cette qualité, mais à un prix, encore une fois, qui soit raisonnable. On râle souvent sur la hausse des primes maladie. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui râlent, qui s'insurgent sur la hausse des primes d'année en année? Je le comprends, parce que c'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est une part importante. Pour certaines personnes, ça met en péril leur propre budget. Donc on a une responsabilité collective, et là, c'est pas, je sais pas moi, directeur d'une société d'assurance seul qui le dit, ça doit être l'ensemble des acteurs, hein, y compris les médecins, les prestataires, les hôpitaux, le politique. On est tous partie prenante de système de santé et on a tous une responsabilité, c'est de faire encore une fois qu'ils tiennent, mais à un coût raisonnable. Les primes, si je peux me permettre, c'est encore une fois simplement le reflet des coûts. Donc nous, on n'a aucun plaisir à augmenter les primes et on n'a aucun intérêt dans l'assurance de base à augmenter les primes. On ne fait pas bénéfice dans l'assurance de base, on n'a pas vocation à faire bénéfice. Et on est quelque part l'acteur le plus neutre du système de santé, de ce fait. On parlait de digital hein, tout à l'heure. Quelle est la stratégie du groupe Mutuel avec les technologies de santé numérique? On pense notamment aux consultations directement sur son ordinateur avec les médecins. Ça se fait beaucoup en téléconférence, surtout en ce moment. Alors, c'est vrai que la pandémie a permis, je pense, de donner un coup d'accélérateur. C'est un mouvement qui a été amorcé maintenant il y a quelques années. On est aussi partie prenante. Nous, on a lancé une app qui s'appelle My Health Check, qui permet déjà de faire un premier constat, un premier contrôle de certains symptômes sur la base d'un questionnaire, hein, en répondant à des questions. Donc, ça permet de rassurer une partie de nos clients, mais ça ne va pas remplacer la consultation physique à un moment donné, hein. Quand vous êtes malade, il faut voir quelqu'un. Donc je pense qu'il faut bien le voir aujourd'hui comme un des éléments qui doivent nous faciliter la vie, éviter peut-être des consultations inutiles ou d'aller aux urgences pour quelque chose qui n'est pas nécessairement utile, mais il faut continuer à bien se dire ça ne va pas remplacer la consultation physique. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses avec les nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine du traitement, comme je viens de l'évoquer, mais aussi de la prévention, par exemple, sur lesquelles on peut agir. Ces plateformes-là, évidemment, c'est un gros investissement de départ, mais est-ce qu'on va pouvoir, grâce à ça, faire baisser les coûts de la santé ou pouvoir les contenir dans les prochaines années? En tout cas, je pense que ça doit être aussi un des objectifs visés. C'est certainement pas le seul. Il y a aussi un objectif, je dirais, de convenience pour le client, hein, de se dire, voilà, j'ai des symptômes aujourd'hui, je peux avoir un premier, me faire être rassuré déjà par un premier constat sur mon téléphone plutôt que de me déplacer chez le médecin ou aux urgences. Donc, je pense qu'il y a aussi c'est un vrai service pour les clients. Par contre, oui, pour moi, à terme, on doit pouvoir amener une maîtrise des coûts par un meilleur ciblage. Par exemple, dans le domaine de la prévention. On ne fait pas assez aujourd'hui sur la prévention. Le data, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, tout le monde en recueille. Certains assurés sont encore un petit peu frileux à s'inscrire sur les apps des assurances maladie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense
il faut un petit peu toujours regarder ça de manière maintenant positive. Il faut arrêter de penser qu'on est les grands méchants qui utilisent les données simplement dans un intérêt pécunier. C'est pas le but. Encore une fois, ici, prenez les apps dont vous parlez maintenant. On a lancé, nous, on a notre app qui permet à nos clients de scanner leurs factures. Ça leur facilite aussi la vie, hein. Ça évite de faire une copie, de l'envoyer par la poste, etc. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a aucune donnée différente qu'ils nous transmettent via l'app que ce qu'ils vont nous transmettre par courrier. C'est exactement la même chose. Pour donner cet exemple, dans les données sur MyHealthCheck, je veux dire, on n'est pas en train on n'utilise pas les données de leurs symptômes. On n'est pas du tout en train d'utiliser ces données-là. On est en train de leur rendre un service. Donc il y a une loi sur la protection de données aussi qui est relativement claire aujourd'hui, qui protège chaque consommateur. Et j'ai envie de dire, utilisons le meilleur de la technologie pour faire de la prévention, pour améliorer le service à nos clients. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et regardons pas à chaque fois le côté de se dire attention, ils vont utiliser nos données dans un mauvais sens. Non, je veux dire, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et encore une fois, on est encadré de toute manière. Même pour ce qui concerne pas forcément les maladies, mais par exemple les habitudes de vie, le sport, les données recueillies par les smartphones, ça aussi c'est encadré. Voilà, mais nous, on n'a pas accès à ces données-là. De toute façon, moi, j'ai pas accès aux données du smartphone de la personne, ni à sa consommation dans telle enseigne alimentaire. Donc tout ça, on n'a pas accès à ces données-là. Nous, on a accès aux données que le client veut bien nous donner et qui concernent sa relation avec nous. Thomas Boyer, le groupe Mutuel est également actif dans la prévoyance et propose des assurances vie sous la forme d'un troisième pilier principalement. Selon une étude réalisée l'an passé par Crédit Suisse, la prévoyance vieillesse, c'est la principale préoccupation des jeunes de notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un retour en arrière par rapport aux générations d'avant? Bah, je pense que c'est très bien. Moi, j'étais très surpris, hein, honnêtement, de ces résultats, parce que quand on dit que les plus de 50 ans sont conscients des enjeux de la prévoyance, oui, ça certainement, c'est pas une surprise. Mais quand on dit que les 25 ans pour eux, c'est la première préoccupation, en effet, ça m'a aussi surpris. Mais tant mieux. Parce que la prévoyance, ça se démarre le plus tôt possible. C'est pas malheureusement à 55 ans qu'on commence à se poser la question de qu'est-ce que je dois faire de plus pour ma retraite. Ça devient un peu tard. Donc il faut le faire le plus vite possible. Donc tant mieux que des jeunes générations s'en préoccupent, parce que c'est quand même on a tous envie de vivre bien et le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles à la retraite. Puis je corrige ce que vous avez dit, on n'est pas actif que dans la partie individuelle. On est en effet le seul assureur dit de la personne en Suisse, c'est-à-dire qu'on assure la santé et la prévoyance, mais pour les entreprises et les clients privés. Voilà. Donc aussi les caisses de pension, on a une caisse de pension qu'on propose à 2500 entreprises clientes. Les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il y a plein de nouvelles cryptos pour investir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à un jeune qui vous dirait, moi, je préfère faire ça moi-même, acheter mes cryptos? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque important? Il y a toujours bien sûr qu'il y a certainement un risque plus important. Alors bien sûr qu'il peut aussi faire lui-même, hein, je veux dire, dans un pays où chacun a le choix de ses solutions. Nous, on va offrir des solutions qui vont offrir un certain niveau de garantie, c'est notre rôle en tant qu'assureur, qui vont aussi offrir des éléments sur des risques dits décès ou invalidité en plus, si le client le souhaite. Donc voilà, on va offrir, je dirais, on va arriver à la fois par la personne, donc ces risques de décès ou d'invalidité, par sa prévoyance avec des solutions peut-être avec un peu plus de garantie et un peu plus de sécurité. Mais après, bien sûr, celui qui veut investir tout son argent dans la crypto-monnaie ou jouer au casino, c'est aussi parfois une solution. Mais voilà, avec un niveau de risque pas tout à fait le même. Difficile quand on a 20-25 ans de se projeter à 65 ans. Qui nous dit que les caisses de prévoyance existeront encore, que le modèle n'aura pas totalement changé? Si c'est ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut récupérer notre troisième pilier? Bon, là, la même chose on est vraiment dans un environnement qui est très régulé, donc, et heureusement, parce qu'il permet d'avoir des fonds propres, hein. Toutes les caisses, enfin les assureurs vie ou les caisses de pension doivent avoir des fonds propres qui leur permettent de garantir en tout temps leur engagement. C'est ce qu'on appelle le taux de couverture pour les caisses de pension, c'est ce qu'on appellera les fonds propres avec la solvabilité à nouveau pour les assureurs vie. Et je dirais, ça c'est encadré par la FINMA, comme les banques. Et donc, alors je ne peux pas vous dire que c'est une garantie à 100% totale, mais c'est quand même une garantie extrêmement élevée de pouvoir faire face en tout temps. Donc la sécurité, je pense qu'elle est là. On a de nouveau un système de Suisse avec 3 piliers qui a démontré qu'il fonctionnait bien. Par contre, là, lui aussi, il doit évoluer. Il y a d'ailleurs une réforme de la prévoyance professionnelle qui est en cours de discussion au Parlement et qui doit absolument aboutir parce que, comme pour la santé, on vit plus longtemps, plus vieux, à un moment donné, on ne peut pas payer les mêmes rentes exactement avec le même capital. Donc, il faut faire évoluer aussi en tout temps le système de prévoyance.
Vous êtes dans les assurances depuis un moment, vous en connaissez, bien les rouages. Vous étiez déjà au groupe mutuel avant d'y revenir, comme CEO. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la prévoyance ces 5-10 dernières années? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se font différemment dans la manière de faire la prévoyance Bah, je dirais, il y a dans la prévoyance donc privée? professionnelle, privée, il y a vraiment la notion des produits. Je pense que et puis le marché a encore évolué. C'est-à-dire que quand il y a 20 ans, on avait des taux d'intérêt, je ne saurais même plus vous dire à combien, mais probablement à 3 ou 4 et on se disait: «Mais ça descendra jamais en dessous, c'est déjà beaucoup trop bas», parce que les taux d'intérêt avaient été, 6-7 dans les années 90, donc ça paraissait extrêmement bas. Bon. Puis tout d'un coup, je ne sais plus très bien en quelle année, 2014 je crois ou 2015, on est passé en taux d'intérêt négatif. Donc voilà, vous voyez que les paradigmes, ils changent, hein, c'est un peu comme le Covid, il y a des choses qui arrivent qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc il a fallu aussi réinventer les types de produits, les types de garanties qu'on peut offrir. Mais je veux dire, ça c'est notre rôle, hein, c'est de continuer à évoluer avec les conditions du marché. Beaucoup d'assureurs, proposent des plans de prévoyance. Pourquoi cette corrélation entre ces 2 domaines historiquement? Entre prévoyance et santé, bah, je pense qu'il y en a peu, justement, parce qu'on est le seul assureur qui est globalement cette palette large prévoyance et santé, en tout cas santé individuelle. Donc on est le seul assureur en Suisse, c'est pas très connu, mais c'est vrai, on est l'assureur qui est vraiment le plus large pour tout ce qui est lié à la personne, hein, donc santé et prévoyance. Et moi je suis persuadé qu'en effet il y a un lien, parce qu'on est face aux mêmes enjeux démographiques, et puis ces deux enjeux fondamentaux, hein. Vous avez dit que la prévoyance tout à l'heure était l'enjeu numéro un pour les jeunes. C'est certainement un des enjeux majeurs pour l'ensemble de la population. Puis la santé, on le sait, c'est aussi un des enjeux fondamentaux pour la population. Donc là, c'est notre rôle de se dire, en tant qu'assureur, on a aussi un rôle là sociétal à jouer, c'est-à-dire apporter des solutions pour pérenniser ces systèmes de santé et de prévoyance qui globalement fonctionnent bien aujourd'hui, mais qui doivent continuer à évoluer. Qu'est-ce que ça implique, du coup, pour, Groupe Mutuel de faire également de la prévoyance? Bah, pour nous, ça implique de réfléchir à des nouveaux produits, ça implique de proposer des nouvelles solutions donc, à nos clients, ça implique aussi de jouer un rôle dans l'activité, je dirais, plus politique ici, de comment doivent évoluer ces systèmes de santé et de prévoyance, donc quels sont les enjeux, quelles solutions on peut apporter. Et puis pour moi, il y a vraiment de sortir des intérêts particuliers, il faut qu'on réfléchisse ensemble avec l'ensemble des acteurs. Je parlais avant de la santé, médecins, hôpitaux, politiques, pharma, assureurs, on doit ensemble pérenniser. Il faut sortir de chacun défend son propre carré, précaré avec ses propres intérêts. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Thomas Boyer, vous avez, une carrière, riche. Vous êtes passé, par, Naville, vous êtes, également passé, par le groupe Mutuel à l'époque avant d'y revenir, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous plaît dans le monde, l'univers des assurances? Bah, c'est vrai que j'ai fait une parenthèse dans ma carrière d'assureur. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'assurance. J'ai fait une parenthèse, vous l'avez dit, chez Naville. Et en fait, on fait parfois des erreurs dans sa carrière. Alors, je ne regrette pas ma parenthèse Naville, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était le secteur des assurances. Je pense qu'il y a deux choses qui en particulier m'attirent dans le secteur de l'assurance. C'est un, les personnes, parce on travaille pour la personne, on a un bien immatériel, hein, l'assurance en tant que telle. Je ne suis pas en train de vous vendre un verre à eau, donc c'est beaucoup plus immatériel, mais c'est très lié à la personne, et en particulier dans la santé et la prévoyance, on est vraiment lié à des sujets fondamentaux. Et puis l'autre aspect, pour moi, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vision de long terme. On n'est pas en train de trouver des solutions uniquement à court terme. Il faut qu'on travaille à long terme. Ça, c'est vraiment une des forces du secteur de l'assurance, c'est de pouvoir réfléchir sur le long terme. Un plan de prévoyance, on va peut-être le souscrire aujourd'hui pour dans 30 ou 40 ans. Je ne sais pas si vous en avez un, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, de toute évidence, que vous allez l'utiliser. Thomas Boyer, on vit avec le Covid depuis maintenant plus d'un an. Donc, en tant que CEO d'une entreprise d'assurance, qu'est-ce qu'on entend avec le coût Covid? Alors, je vais peut-être expliquer ce qu'on a, nous, payé, par exemple, l'année dernière en coût Covid. Donc, nous, pour le groupe Mutuel, c'est 50 millions de francs qui ont été payés directement par le groupe Mutuel. J'ai aussi eu l'occasion déjà de le dire à plusieurs reprises, c'est pas le payeur de primes, hein, donc notre client qui doit payer ses coûts Covid, parce que c'est un phénomène exceptionnel, ponctuel, sur lequel justement nos réserves sont là pour le couvrir. Donc c'est nos réserves qui financent ces coûts Covid. Alors exemple, dans ces 50 millions, c'est quoi? C'est par exemple au début les tests, puisque les tests étaient à charge des assureurs. C'est les hospitalisations, hein, pour les personnes qui ont été hospitalisées. Alors ça va de l'hospitalisation légère jusqu'à des hospitalisations aux soins intensifs qui parfois coûtent plus de 100 000 francs.
Donc voilà les types de coûts qu'on a dû couvrir. Aujourd'hui, c'est le vaccin. On couvre une partie des coûts de la vaccination, donc que ce soit des honoraires ou le vaccin lui-même. Donc c'est tous ces éléments-là aujourd'hui qui sont pris en charge. On estime par exemple pour 2021 pour le groupe mutuel que le vaccin va nous coûter à nous, assureurs, groupe mutuel, 25 millions pour cette année. Et puis malheureusement, il y a encore des hospitalisations. On n'est pas sorti encore de l'ornière avec le Covid. Certainement que la vaccination a des enjeux clés pour enfin en sortir et voir le bout du tunnel. Mais voilà, les coûts, c'est vraiment ces éléments-là. Donc c'est des prises en charge de tests, de vaccins ou de coûts d'hospitalisation, par exemple. Donc, pour les assurés, vous dites qu'il n'y aura pas donc de répercussions avec les coûts Covid, par exemple, du groupe mutuel. Nous, et je pense que de nouveau, la notion de réserve, on en a parlé tout à l'heure, elles sont importantes. On doit tout savoir, mais j'ai envie de dire, c'est comme le ménage. Un ménage a un peu d'argent de côté pour faire face aux aléas. Le Covid, c'est typiquement ça. Et donc, pour moi, c'est nos réserves qui sont justement là pour couvrir ces aléas qui ne sont pas prévisibles. Quand on calcule les primes, on anticipe les coûts de l'année suivante. Comme je le disais, on ne peut pas anticiper les coûts d'une pandémie. Et c'est justement nos réserves qui doivent servir à les couvrir. Donc, avec le Covid, quelles leçons allez-vous tirer justement de cette situation, donc des réserves, du coût Covid pour les assurés, pour vous? Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? La première, je pense, c'est une leçon d'humilité, hein, de dire on a tous été quand même confrontés à quelque chose d'inattendu par sa vitesse, par son ampleur, d'inattendu par sa durée aussi, parce que jamais il y a un an, j'aurais personnellement dit qu'on y serait encore. Deuxièmement, à garder quand même du sang-froid, du calme et à continuer à avoir les moyens nécessaires pour faire face à ce type d'aléas. Et puis derrière, il faut aussi maintenant qu'on continue à être très prudent dans les années qui viennent. On parlait avant de comment on calcule les primes. Je peux vous dire que c'est vrai que là, depuis un an, c'est très compliqué de calculer ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, parce que les répercussions du Covid sur du décalage d'opérations, par exemple, et on l'a vu l'an dernier, il y a eu moins de coûts au printemps, mais il y a eu entre 6 et 10% d'augmentation des coûts entre juillet et août par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'il y a eu un effet rattrapage de la part des hôpitaux et des médecins. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un effet rattrapage encore dans les prochains mois? Quelles seront les répercussions du Covid, parce que des personnes n'auront pas été prises en charge correctement, parce qu'elles n'auront pas été consultées. Et est-ce que ça va générer des coûts supplémentaires? Les cas psychologiques dont on parle beaucoup actuellement en disant des gens en ont assez du confinement et ont besoin de revivre normalement, et ça pèse, et à un moment donné, ça a aussi des répercussions sur leur santé mentale. Tout ça, je pense, ça nous appelle à beaucoup d'humilité et à rester prudent pour les mois et les années qui viennent. Est-ce que la branche des assurances s'est sentie assistée et aidée par le Conseil fédéral ou les autres instances? Nous, pas directement, mais je pense qu'on n'avait pas à être assisté directement. J'ai envie de dire, on a la chance. Alors là, je regarde le côté employeur, hein. On est quand même dans un secteur qui a été peu touché directement par le Covid. Moi, je pense aux restaurateurs, aux artisans, ou évidemment aux personnes actives directement dans les hôpitaux, dans les médecins, qui eux ont vécu le Covid de manière brutale. Hein. Et puis certains aujourd'hui se disent mais comment demain, est-ce que j'aurai encore un travail demain? Donc voilà, nous on n'a pas été assistés, on n'avait pas de raison de l'être. On s'est posé les questions aussi à un moment donné, est-ce qu'on va avoir du personnel qui aura moins d'activité? Ça n'a pas été le cas, on a pu s'organiser pour continuer à apporter le service à nos clients tout en protégeant nos collaborateurs, et donc à aucun moment il y a eu de remise en question de l'emploi chez nous. Et selon vous, la dernière question, donc, c'est quel sera le prochain axe de travail pour le groupe mutuel suite à toute cette période assez compliquée? Alors, on est en pleine phase d'évolution stratégique, de transformation, et le Covid ne nous a pas arrêté dans cette phase-là. Donc j'ai envie de dire, on va continuer ce qu'on a lancé. Et là je suis très reconnaissant vis-à-vis des collaboratrices, des collaborateurs du groupe mutuel, parce qu'ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. D'abord parce que tout le monde a travaillé depuis la maison depuis maintenant quasiment un an, hein, enfin un peu plus d'un an même. On a beaucoup de projets et rien n'a été arrêté. Le rythme a continué. Donc ça, c'est vraiment un engagement magnifique du personnel du groupe mutuel, et on va continuer. Donc c'est les nouveaux produits, c'est les nouvelles solutions dans le domaine, par exemple, de la prévoyance ou de la santé. C'est les nouveaux services pour nos clients, c'est les nouveaux services digitaux aussi. Donc on va continuer sur ce chemin-là en tout cas. Merci Monsieur Boyer. Merci à vous. Thomas Boyer, pour terminer cette émission, vous avez apporté, c'est la tradition, le gris-gris, un objet qui vous inspire peut-être, que vous utilisez dans tous les cas dans votre quotidien. On l'a pas vu, donc c'est une surprise. Vous l'avez sur ce plateau. Je l'ai. Vous voulez que je le sorte, c'est ça? Allez-y. C'est une spatule.
de cuisine. Bon, je suis C'est pas très inattendu. superstitieux. Je suis pas très superstitieux. Donc le gris-gris en tant que tel, voilà, j'ai pas nécessairement ça toujours un gris-gris avec moi tous les jours. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais vous amener? Et je me suis dit quelque chose qui me symbolise. Euh, Rien à voir de professionnel du coup. C'est la cuisine. Parce que c'est pour moi un élément important. Ça fait aussi partie d'ailleurs de la santé, hein, de bien manger et puis d'avoir des moments de convivialité. Alors c'est vrai qu'en période Covid, en plus, je l'ai utilisé un peu plus que d'habitude, hein, à défaut de pouvoir sortir au restaurant. Donc voilà, donc c'est pour moi un objet en tout cas qui m'accompagne, peut-être pas tout le temps, je le prends pas au bureau, mais, mais je l'ai en tout cas chez moi, je l'utilise tous les jours. Si vous avez des recettes sympathiques, Oui, non, je on n'aurais les pas cette échangera, prétention, non. merci beaucoup Thomas Boyer Merci à vous en tout cas. d'être venu nous voir aujourd'hui, on le rappelle. Merci de votre vous êtes, accueil. CEO Puis bravo pour vos du émissions. groupe Mutuel. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux patrons, patronnes de Suisse romande dans B2B. D'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao.